Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi. On va tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une alerte au Covid-19. Alerte au Covid-19. Les pensionnaires du pénitencier de Koningui ont vécu un début de semaine fort mouvementé à cause d'une nouvelle de contamination qui a circulé dans les quartiers de la prison sans confirmation, indique le journal. Cette rumeur ou alors ce mouvement d'humeur fait suite au décès d'abord de 5 détenus et par après 2 autres ont perdu la vie et du coup la panique s'est emparée de la prison centrale de Koningui. Les prisonniers qui revendiquent ainsi l'application des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Jusqu'ici, la prison, aucune de ces mesures n'est présente en prison, en commençant par exemple par la distanciation sociale qui est d'1 mètre, difficile de la faire respecter dans ces prisons. Et puis le journal parle aussi du Covid, du Corona Business. Le cache-nez se porte bien. L'arrêté du Premier ministre rendant le port obligatoire de cet outil de protection a créé aussi de bonnes affaires en cette période de crise avec des ateliers de couture qui ont pratiquement transformé leurs activités traditionnelles et se sont consacrés exclusivement à la fabrication des masques de protection. Le coronavirus, les Africains de France, députés, les familles des victimes du Covid-19 peinent à rapatrier les corps dans leur pays d'origine ou à défaut à leur trouver une place dans un cimetière français, écrit le journal. De même que l'Union africaine se prononce sur les Africains victimes d'abus en Chine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fermement demandé aux autorités chinoises de protéger les ressortissants français victimes d'exactions en Chine. Ils sont donc expulsés et jetés dans la rue sur la base d'un certain nombre de préjugés racistes. Et le journal indiquait qu'il s'agissait ici de traquer 5 Nigérians qui ont été testés positifs au Covid-19 et qui auraient fréquenté des restaurants et certains lieux publics dont les autorités chinoises, en l'occurrence les autorités de la municipalité de Guangzhou, recherchaient activement. Et du coup, ça crée une confusion totale, la chasse à l'homme, à tout ce qui est africain. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. On poursuit cette revue de presse évidemment avec le quotidien. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Jour qui met en sa une, qui parle ici de ce qui s'est passé à la prison centrale de Koningui. Covid-19, la bombe de Koningui. Des cas suspects de l'épidémie du coronavirus dans le plus grand pénitencier du Cameroun sème la panique. Ce que proposent les pensionnaires, évidemment, concernant les mesures à prendre pour les préserver du coronavirus. Diabète, hypertension, insuffisance rénale, que deviennent les autres maladies? C'est la principale question que pose le quotidien Le Jour. Le quotidien Mutation consacre sa une à Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ma journée de confiné, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale parle de son quotidien et celui de son département ministériel en temps de Covid-19. Vous le suivrez, vous le lirez donc dans les colonnes du quotidien Mutation. Prison, ce qui s'est passé à Koningui. Le journal revient évidemment sur cette actualité, sur le mouvement d'humeur survenu hier à la prison centrale de Koningui. Le journal parle aussi de nécrologie. Joseph Mbandam quitte l'arène, de même que le quotidien La Nouvelle Expression a évoqué la vie et la mort de Mbandam, l'ancien député et conseiller juridique national du Social Democratic Front est donc décédé hier, 13 avril 2020, des suites de maladie. Le quotidien Cameroun Tribune met en sa une, lutte contre le Covid-19, mon masque, mon bouclier. Depuis hier, le port de la muselière est obligatoire dans tous les espaces publics. La mesure du reste populaire n'est cependant pas suivie par tous, d'où la mobilisation des forces de maintien de l'ordre dans les rues pour faire respecter cette prescription d'une nécessité vitale. Tout un dossier que vous découvriez dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, de même que le journal revient sur Joseph Mbandam, le parcours politique et le portrait d'un militant de la première heure au sein du Social Democratic Front. Et puis le quotidien de l'économie, Batouri
Batouri Betare Oya Adamawa, chute drastique des prix de l'or. Cette situation est la conséquence de la pandémie du coronavirus qui a déjà plombé plusieurs secteurs d'activité. Dans un entretien, Justin Chekoua, chef de projet Mine, Environnement, Santé et Société au sein de l'association FODER, parle de l'impact sur les communautés riveraines. Le journal Essentiel parle de cruellavirus. Le journal met ici en une les visages des dizaines de personnalités, tout comme des anonymes qui sont emportés depuis un mois par le coronavirus. Dans la riposte contre la pandémie, le Premier ministre Joseph Ndiongouté a annoncé la semaine dernière 7 mesures complémentaires qui vont s'ajouter aux 13 premières directives prescrites le 17 mars 2020 par le président de la République, Paul Biya. Voilà pour ce qui est donc du journal Essentiel. Le quotidien Le Messager parle de Sérail. Où est donc passé Paul Biya? Alors que sa dernière apparition en public remonte au 11 mars 2020, le silence du chef de l'État fait le lit de nombreuses rumeurs sur son état de santé. Nécrologie, vie et mort d'un bandam, c'est un des titres du quotidien Le Messager. Et coronavirus, la prison de Konengi, au bord de l'implosion, l'absence des mesures de lutte contre la propagation de cette pandémie irrite les pensionnaires qui ont donc manifesté pour demander au gouvernement de prendre des dispositions pour les préserver de cette pandémie. Le journal Émergence, parle de coronavirus, le drame qui se joue dans les prisons camerounaises. Des échauffourées ont eu lieu hier à la prison centrale de Konengi à Yaoundé, des soupçons de cas de Covid-19. Le gouvernement du Cameroun rechigne à suivre les prescriptions de l'ONU qui a demandé de décongestionner les prisons en libérant les gens. Politique port obligatoire de masque, les Camerounais font de la résistance, écrit le journal Émergence, de même que le journal revient sur la nécrologie, page nécrologie, Joseph Bandam est mort, écrit le journal. Voilà pour ce qui est donc du journal Émergence. Le journal Le Jeune Enquêteur revient sur le décès de Foto Victor. Après le décès de Foto Victor, qui sera le prochain maire de Banjoun? Le journal 3 dresse le portrait de 3 prétendants. Emmanuel Chatieu, PDG de Canal 2 International et en même temps conseiller à la mairie de Banjoun. Niki Love Maptue Foto, fille du défunt maire et par ailleurs premier adjoint de son père, et Kenye David, qui est aussi conseiller municipal dans cette mairie. Et du coup, les deux contre une, ils veulent bouleverser l'ordre régnant qui s'était déjà bien installé dans cette municipalité. Le journal Le Jeune Enquêteur parle aussi de l'extrême nord. Le gouverneur Midi Yawa Bakari, lynché dans un journal et les réseaux sociaux, porté disparu, où est passé le gouverneur de l'extrême nord? Voilà le titre incendiaire d'un article absolument débridé qui a cru devoir publier un quotidien privé local la semaine dernière, relayé dans la foulée par les réseaux sociaux. Cette information purulente, écrit le journal, a eu heureusement le don de choquer une bonne partie de l'opinion nationale. Et puis le journal parle aussi de lutte contre le Covid-19, cette croisée dans l'arrondissement de Mbéré avec des dons en masque de protection et des cubiténaires pour lutter contre le coronavirus dans cette partie du pays. Évidemment, un don de Aboubacar Sabat, écrit le journal du jeune enquêteur Casimir Désiré Tania, qui est évidemment consultant sur ce plateau. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse des journaux parus en kiosque ce matin. Évidemment, notre consultant du mardi est déjà là, Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chuniette, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Comme vous le constatez, c'est un peu triste ce jour, forcément triste avec la disparition subite de notre jeune consoeur pleine de vie, Florazé, mais Florazé que moi j'appelais toujours affectueusement Florazé Assoir, parce qu'un jour, à son arrivée ici, je lui ai dit, mais tu t'appelles Florazé, mais vous les petits, vous avez toujours 2 noms.
Zé, c'est pas seulement ton nom. Elle dit Assois. Et moi, j'étais la seule personne à Equinox qui l'appelait Zé Assois. Et vendredi dernier, en sortant justement de ce plateau, c'est quand je l'ai croisée en bas, Zé Assois, comme je l'appelais, elle est venue à moi avec son sourire légendaire habituel. Quand j'ai appris son décès dans la nuit, c'était vraiment extraordinaire. Mais pour revenir à votre question rituelle, ce que l'actualité qui a retenu mon attention, évidemment, c'est toujours le coronavirus. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que les mesures prescrites par le président de la République, par le Premier ministre, sont vraiment suivies, surtout par les relais de l'administration. On voit ici comment cette fermeture des débits de boissons à 18h est en train d'être de plus en plus effective. Et je peux vous dire qu'à Douala-Premier, par exemple, j'ai vu le sous-préfet de Douala-Premier, M. Christophe Fofiemboueda, faire le tour de la ville jusqu'à 3h du matin, en fermant des débits qui étaient encore ouverts. Imaginez, 3h du matin, il y en a qui font de la résistance, et le sous-préfet était lui-même en train de fermer, de sceller. Et avec les ce n'est que ce qu'on demande, Camille. C'est ce qu'on leur demande. C'est pour ça que je suis en train de dire que les gens ne pensent pas que les autorités restent les bras croisés et ne s'en tiennent qu'aux ordres qui sont édictés. Il y en a qui continuent à travailler la nuit jusqu'à 3h du matin parce que beaucoup de Camerounais font encore de la résistance. Notre deuxième invité, certainement, qui arrivera dans un moment, le prince Aristide Ouikam, directeur de publication du journal Forum Libre, qui est donc attendu. Camille Nélé, pour commencer, on va démarrer avec ce mouvement d'humeur survenu à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. C'est quand même le grand pénitencier. Le premier jour, il y a 5 décès. Le deuxième jour, il y en a 2. Et la seule réponse des autorités, c'est que ces détenus ne sont pas morts du Covid-19. Est-ce que vous comprenez cette panique, cette psychose qui s'est créée au sein de la prison, la préoccupation des détenus? Jean-Paul Julien, vous souvenez qu'il y a 3 semaines, sur ce même plateau, avec vous, j'avais évoqué le problème des risques de propagation du virus dans les prisons. J'avais dit que j'avais prescrit aux autorités d'essayer même de renforcer la sécurité des prisons en filtrant et en étant très regardant sur les personnes qui arrivent pour rendre visite aux prisonniers. Et bien entendu, j'avais aussi parlé de l'éventualité, comme cela est fait dans certains pays, et comme l'a prescrit même l'OMS, de la décongestion de certaines prisons. Imaginez qu'on ait une prison qui a à peu près 4000 prisonniers. Imaginez qu'un seul soit là-dedans atteint du coronavirus. C'est l'apocalypse là-bas. C'est l'hécatombe. Et ce qui est arrivé... Les prisonniers qui se marchent sur les pieds, les distanciations sociales, c'est pratiquement impossible de d'être respecté là-bas. Il y en a qui dorment même debout. Ils dorment debout, il n'y a pas de place. 4000 personnes pour une prison qui a été construite dans les années 50 pour une centaine de personnes. Imaginez, avec 3000, 4000 personnes, c'est l'enfer là-dedans. On étouffe là-dedans. Et quand on avait évoqué ce problème, j'en avais même parlé au téléphone avec l'un des plus grands spécialistes de l'administration pénitentiaire, l'honorable sénateur Jean-Marie Pomani, qui m'a dit... Lui-même ancien directeur de la prison. Ancien directeur de la prison de Kondengi, ancien directeur de régisseur de la prison de Niobel, ancien directeur de l'administration pénitentiaire, qui m'a dit que non, c'est un problème qui est extrêmement préoccupant et que là-bas au Sénat, ils vont en parler au moment des questions orales. Donc, je peux vous dire que ce qui est arrivé hier à la prison de Kondengi, c'est peut-être une bombe, qu'on l'a dit, je crois, le jour. Le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui parle de bombe, c'est une véritable bombe. Parce qu'imaginez que tous ces détenus décident de faire une mutinerie pour une raison qui est justifiable d'ailleurs, parce qu'ils ont peur du coronavirus, ils ont peur de l'instinct de survie qui habite tout le monde. Alors, moi je pense que quand nous, les journaux écrivent et que nous faisons les commentaires à la télévision, nous attendons à ce que parfois ces autorités nous suivent. Et nous savons qu'ils nous suivent, puisqu'ils nous en parlent quand nous rencontrons. Oh, vous avez dit ceci dans vos télévisions, vous avez dit ceci. Ils nous suivent, mais comment ne peuvent-ils donc pas prendre le plus souvent la balle au bon pour prendre des mesures qui ne sont que ce qu'on doit attendre d'eux. C'est vraiment curieux. Aujourd'hui, ce problème est arrivé, mais demain, ne soyez pas surpris que le même phénomène se produise à la prison de Niobel. Qu'est-ce que ça va devenir? On va se retrouver avec 2 poudrières, avec des milliers de détenus à la fois qui sont en train de battre le pavé et de se mutiner. Ça peut être très grave. Donc moi, je pense qu'il est urgent que l'administration, que le gouvernement prennent toujours fassent tout pour prendre le devant, parce que gouverner, c'est prévoir. Et une situation comme celle-là, il fallait bien qu'on prévoie que dans nos prisons, ce qui peut arriver en cas d'épidémie, en cas d'intrusion de la pandémie à l'intérieur de la prison. Camille, on observe quand même que
Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, a appelé les États et gouvernements du monde entier à décongestionner les prisons. Jusqu'ici, le Cameroun semble faire la sourde oreille, encore que dans ces prisons, 3/4 sont des prévenus. Il y en a qui sont là depuis 5 ans sans aucun jugement. Qu'est-ce qui peut expliquer ce laxisme, Camille Nélé? Surtout qu'en début d'année, le ministre d'État garde des Sceaux, Laurent Esso, avait tenu une réunion avec les différents chefs de cour pour indiquer qu'il faudrait qu'il y ait une accélération des procédures judiciaires pour décongestionner les prisons bien avant le coronavirus. Qu'est-ce qui explique que finalement cela soit bloqué et que tous les jours on continue de voir des gens qui sont envoyés en prison? C'est une situation qui n'est tout simplement, qui n'a pas d'explication. Elle est inexplicable. Les magistrats sont-ils si forts que ça? Les magistrats, moi j'ai l'impression que les magistrats gagneraient vraiment, franchement, à aller faire des tours réguliers dans les prisons pour savoir comment vivent les personnes qu'ils envoient dans les prisons. Pour se dire que, si un jour un de mes enfants ou parfois des innocents. Mais la plupart du temps, vous savez très bien que non seulement des innocents, mais parfois des dossiers qui sont d'une légèreté extraordinaire. Il y a des gens qu'on envoie en prison pour menace de mort. Le voisin a porté plein de menaces de mort, on le prend, on l'envoie en prison et le dossier prend 2 ans, 3 ans avant de passer devant le tribunal. Pour ne parler que d'un cas aussi civilain. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les magistrats aillent faire un tour de temps en temps dans ces prisons. Il faut que les ministres aillent faire un tour à l'intérieur de la prison, qui marchent cellule par cellule, qui regardent comment les gens vivent. Il y a parmi ceux que l'on appelle aujourd'hui les prisonniers de luxe, qui quand ils étaient aujourd'hui aux affaires, mais quand ils étaient aux affaires, ne pouvaient jamais imaginer que le milieu carcéral est tel qu'il est. Donc moi je pense qu'il est absolument normal que le garde des Sceaux, qui est ministre de la Justice en plus, donc qui est là pour réguler la situation des personnes envoyées en prison ou à relaxer, et qui est là aussi, qui est le responsable aussi de l'administration pénitentiaire, qu'il descende un peu de son piédestal, qu'il aille faire un tour dans la prison pour savoir ce que c'est que la prison, pour savoir comment les gens vivent en prison au Cameroun, et pour prendre forcément des mesures qui devraient normalement être beaucoup plus humaines et devraient congestionner et rendre un peu plus vivable ce milieu carcéral, qui n'est pas l'enfer, qui n'est pas une condamnation à mort, mais qui est juste un lieu de détention pour le paiement d'une dette vis-à-vis de la société. Mais ces personnes ne sont pas des damnés. Il faut absolument que le gouvernement, il faut pas attendre qu'il y ait des mutineries, il ne faut pas attendre qu'il y ait des insurrections à l'entrée de prison pour qu'on prenne des décisions à la 25e heure. Il faut absolument tenir compte de cela. Il y a 3 semaines, vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, et aujourd'hui, voilà que ce qu'on peut parler de prémonition est en train de se produire. Mais est-ce que, Camille, finalement, ce n'est pas un peu ce qu'on a souvent indiqué, que le gouvernement parfois réagit, ne prend pas vite la mesure de ce qui arrive? Au départ, le Covid-19, c'était loin en Chine, c'était pas proche de nous, mais aujourd'hui, le Covid-19 est parmi nous. On se retrouve à prendre parfois des solutions à la va-vite qui sont parfois mal pensées et qui ne fait que pourrir la situation. Vous savez, je vais me répéter, je dis que le gouvernement devrait de plus en plus lire la météo, devrait lire les journaux, devrait écouter les journalistes et devrait aussi sentir... Peut-être qu'il faille y répéter pour qu'ils comprennent que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que quand ce gouvernement lui-même réalise que ce qui donnait le plus le monde entier, le football, est fermé, n'existe plus. Le PMU, ça ne joue plus. À cause du petit du virus qu'on ne voit même pas. Les frontières sont fermées, ce qu'on n'a jamais vu, ce que personne n'a jamais vu. Les villes sont désertes, comme dans un film d'apocalypse. Ils doivent comprendre que c'est suffisamment sérieux, que c'est très grave. Personne ne nie. Et quand ils comptent les morts à Paris, 500 personnes en une nuit, à Washington, 2000 en une nuit, mais ils devraient comprendre que... ce que nous faisons, et moi je peux même dire que le Cameroun a de la chance, que nous avons peut-être la peau dure, mais nous avons de la chance. Ce gouvernement devrait se mettre davantage, devrait mouiller davantage. Il fait déjà beaucoup, mais il ne fait pas suffisamment pour des populations en réalité qui sont extrêmement exposées aujourd'hui. Camille Nélé, on quitte la prison, mais on reste toujours sur le coronavirus. Le marché du cache-nez qui se porte bien, le gouvernement a pris une mesure, le port obligatoire du cache-nez qui entre en vigueur hier. Mais jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise, comme dans d'autres pays. On voit, par exemple au Maroc, le gouvernement financer la fabrication des cache-nez qui sont revendus aux citoyens
à moins de 40 francs, sachant qu'il faut en utiliser 3 ou 4 par jour, ce qui représente quand même une grosse dépense pour les familles camerounaises, dont par exemple je prendrais ceux qui survivent des activités de la moto, font du petit commerce et qui peignent à avoir par exemple 2000 francs de bénéfices par jour. Est-ce que prendre la décision de faire observer le port du masque suffit? Est-ce que ça n'explique pas aussi en même temps que cette résistance que beaucoup de Camerounais peinent à observer? La résistance, le port du masque est un principe maintenant, aussi bien en Asie, en Europe, qu'un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Les Camerounais, parce qu'aujourd'hui le monde est un petit monde, avec la télévision, on voit ce qui se passe partout ailleurs. Et les Camerounais voient effectivement que c'est comme cela. Mais s'ils avaient eu de la mémoire, ils se seraient rendus compte qu'il y a même 8 mois, 9 mois, 10 mois, en regardant, en allant, en arpentant les rues de Tokyo, de Wuhan, partout en Chine, des gens se baladaient toujours avec des masques, parce qu'il y a eu souvent des cas de petites épidémies qui font que les gens ont toujours peur d'attraper des microbes en route. Donc ce n'est pas nouveau chez eux. Mais chez nous, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et vous savez, quand, par exemple, le ministre des Transports, Galebi Beye, Masséna, a demandé que chaque personne, des passagers à bord des bus interurbains portent le masque, que les gens qui entrent dans les taxis portent le masque, que les conducteurs de moto portent le masque et leurs passagers portent le masque. C'était déjà dans la suite logique des instructions que le Premier ministre avait données et qui sont en droite ligne des mesures qui sont universelles. Aujourd'hui, cette mesure a été un peu à peu respectée, mais les Camerounais traînaient les pieds. L'adhésion a été prise. On a vu d'ailleurs la semaine dernière, le maire de la ville de Douala avait aussi effectivement donné comme date butoir. Aujourd'hui, le Premier ministre est revenu là-dessus et a donné comme instruction que ce soit systématique aujourd'hui, avec même une possibilité de sanctions pécuniaires. Il faut que les Camerounais comprennent que ce n'est pas seulement pour eux, ce n'est pas seulement par peur d'être étouffé, mais c'est une question d'hygiène universelle, d'hygiène sociale, que chacun doit préserver sa propre vie et préserver celle des siens, parce que si on attrape le virus en route, en rentrant à la maison, on le ramène à la maison et ça peut faire une hécatombe. Et moi, cette décision aujourd'hui prise par le Premier ministre du port systématique, les gens vont peut-être résister, mais les gens comprennent de plus en plus que c'est un phénomène grave. Et en sortant ce matin, en arrivant ici, si j'ai vu 100 personnes, il y en avait au moins 80 qui avaient le masque. C'est déjà quelque chose. Et moi, je pense que ça va être beaucoup plus systématisé. Maintenant, comme les Camerounais sont très ingénieux et savent tirer profit des situations, il y a bien évidemment, et du fait d'ailleurs que du manque de ces masques justement, oui, que l'on demande de porter. Les masques appropriés. Voilà. Et maintenant, les Camerounais sont, dans leur ingéniosité, ont décidé d'en produire artisanalement. Et pour faire l'affaire, et moi je peux vous dire que moi-même le mien, il est là. Hein. C'est un beau petit masque en tissu. Mais au moment où le gouvernement prend la décision de faire produire ces masques par SICAM, les gens oublient certainement que SICAM a tellement de difficultés avec des machines qui sont arrêtées depuis plusieurs mois, qu'on ne sait pas si SICAM va pouvoir redémarrer, alors que c'est une situation d'urgence. Conséquence, les Camerounais se jettent dans la bataille et commencent à produire des masques. Les couturiers qui ont beaucoup à faire maintenant. Maintenant, au moins, en voilà qui, même dans leur confinement, pourront travailler dans leur confinement et produire des masques. À quelque chose, malheur est bon, mais seulement il va y avoir du désordre parce que les prix vont connaître des yo-yo, c'est chacun qui va mettre ce prix. Il faudrait que bientôt... Tout au moins, c'est accessible quand même. C'est accessible, mais il faut que... Et puis, pratique, on peut le laver une fois et le reporter. Donc, ça, c'est... Le désinfecter surtout aussi. Voilà donc cette situation, effectivement, qui fait qu'aujourd'hui, le port du masque qui est devenu obligatoire, lui-même rencontre une certaine barrière parce qu'il faut absolument homologuer les prix. Il faut même parfois regarder dans quelles conditions ces masques sont produits. Mais les Camerounais se débrouillent. Ils sont en train de les acheter au quartier, de les coudre au quartier. C'est déjà ça. C'est un début de protection déjà. Camille, on observe aussi qu'il y a une flopée d'initiatives à travers le territoire national concernant les dons en masques de protection et tout le dispositif qui va avec. Est-ce que c'est pas aussi là, vous avez évoqué le fait pour certains Camerounais d'être ingénieux, de savoir tirer des bonnes affaires d'une situation malheureusement qui est quelque peu inquiétante pour la population. Les hommes politiques y vont aussi avec.
Des hommes politiques, on a vu les maires qui sont dans les quartiers, qui font le ménage dans les quartiers, qui offrent des masques aux populations, qui offrent des savons, qui offrent... Ces initiatives sont de plus en plus multipliées. On a même vu, on voit même aujourd'hui, je peux vous le dire, et le jeune enquêteur en parle, ce qui se passe à la préfecture de Menganga, une fondation, la fondation Aboubakar Sabat, qui offre 3000 masques, 2000 seaux, près d'un millier de cartons de savon pour les populations du département du Mbéré, les quatre arrondissements, Ngaoui, Djorong. Ça ne pose pas problème à l'administration, Camille Nélé? Non, parce que, d'après ce que dit le jeune enquêteur, la fondation Aboubakar Sabat avait demandé l'autorisation au préfet. Et c'est le préfet lui-même qui est en train, à l'heure où nous sommes en train de parler, qui est en train de se livrer à cette cérémonie, qui est très très attendue, et d'ailleurs qui renforce l'action du gouvernement, parce que ce n'est pas tout de dire que lavez-vous les mains, mais il y en a, hommes politiques ou tout simplement associations, qui sont en train de mouiller le maillot pour aider la population. Et ça va dans le sens de soutenir le gouvernement dans cette action. Le gouvernement qui, il faut le dire aussi, il faut le reconnaître, n'a pas beaucoup de moyens, mais seulement les initiatives qui viennent d'associations ou d'individus, elles ne peuvent être que bienvenues. Camille, peut-être pour boucler le dossier sur le coronavirus, il y a ces Africains qui sont pourchassés partout en Chine, simplement parce qu'il y a 5 Nigérians qui ont été testés positifs au Covid-19 et qui auraient fondu dans la nature, se seraient rendus dans certains endroits publics comme les restaurants. Et du coup, les autorités municipales de la ville de Guangzhou ont entamé une traque contre les Africains, expulsion de leurs chambres d'hôtel et de leurs appartements. Comment expliquer cette confusion? Je pense que c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Le serpent voit sa queue, il pense que c'est un autre serpent et qui pense pouvoir l'avaler, se mord la queue. Le coronavirus vient de Chine. Alors aujourd'hui, quand les Chinois commencent à chasser les autres en disant que vous avez amené le corona chez nous, on ne peut pas très très bien comprendre. Bon, est-il vrai que ces Nigérians que l'on pourchasse ont été vraiment victimes du coronavirus au point d'être pourchassés, au point même de refuser de se faire cantonner? On ne sait pas. Mais l'information qui est en train de faire le tour et des réseaux sociaux et des journaux, c'est qu'il y a une chasse aux nègres là-bas et on est en train de non seulement de rechercher ces Nigérians, mais d'arrêter tous les nègres que l'on voit et qu'on est en train d'entasser dans les avions pour les mettre dehors. C'est une situation vraiment dramatique et qui démontre la gravité justement des effets de ce coronavirus à travers le monde entier, parce qu'on n'avait jamais vu une chose comme celle-là. Et je ne sais pas si on verra de pareilles situations, mais ce qu'on assiste aujourd'hui à travers le monde entier, à travers les pays où on poursuit quelqu'un parce qu'on le suspecte d'être porteur d'un virus, c'est quelque chose qu'on ne pouvait jamais imaginer il y a un an seulement. Donc c'est une situation extrêmement grave. Camille, il y a avant de passer au dernier sujet, il y a cette une du quotidien Le Messager. Où est donc passé Paul Biya? On voit que sa dernière apparition publique, c'est depuis le 11 mars. Le coronavirus sévit au Cameroun. Jusqu'ici, le président de la République n'a toujours pas parlé. On n'a pas plus tard que hier, ou je crois avant-hier, c'est le président Emmanuel Macron de France, un des pays aussi touchés, qui est sorti pour rassurer sa population. Comment expliquer ce silence du président? C'est un silence qui est inexplicable et qui demeure inexpliqué. Bon, les gens ont beau dire que le président de la République, notre président est taiseux, notre président qui économise et se sortir cette prise de parole, mais beaucoup aussi, et ils n'ont pas tout à fait tort, estiment que le président devrait au moins dire quelque chose, devrait être visible, devrait démontrer d'une manière ou d'une autre, non seulement sa compassion, non seulement son attention par rapport à ce qui se passe, mais au moins dire quelque chose. On ne se place pas sous l'angle de ces autres hommes politiques qui, justement, veulent peut-être profiter de la prise de parole du président Paul Biya pour insinuer des choses qui sont peut-être discutables, mais il faut dire que même à l'intérieur du RDPC, il y en a qui se demandent, mais pourquoi le président de la République... Est-ce que ce silence n'encourage pas finalement la rumeur, la culture de la rumeur, Kavi, sur l'état de santé du président de la République? En réalité, cette sorte de blackout, cette sorte de confinement ouvre la porte à toutes sortes de spéculations, à toutes sortes de conjectures. Et, à qui la faute? La faute, ne me demandez pas, la réponse est évidente, mais seulement il faut absolument qu'on voit, il est normal, il est de bon ton, il est tout à fait naturel que le président de la République
pose un acte qui démontre que la situation des Camerounais le touche et qu'il devrait même leur donner courage. Qu'il leur dit seulement courage, tenez bon, comme l'a dit Emmanuel Macron hier, il a demandé aux Français de tenir bon et que le meilleur est à venir. Mais Camille, il y a cet article sur le gouverneur de la région de l'extrême nord où on a indiqué qu'il a été porté disparu, on ne le voit pas. Pourquoi le gouverneur lui aussi ne fait pas une apparition publique pour dire à sa population me voici et rassurer aussi les Camerounais qu'il est effectivement là? Non, il y a un journal qui s'appelle Réalité qui a dit effectivement que le gouverneur a pris ses fonctions aujourd'hui. Le gouverneur, selon les articles et selon même ce qui a été écrit dans les réseaux sociaux, le gouverneur Midji Bakari que l'on connaît sur tous les fronts à l'extrême nord, le Boko Haram, il ne suit pas les pas de son chef. Non, il est présent partout. Or, il était parti en France pour faire un check-up avec l'autorisation du président de la République et l'affaire du coronavirus l'a trouvé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à son retour à Yaoundé, il a été confiné, comme tout le monde, il a passé 2 semaines. Il n'a pas fait de bruit, mais seulement ça a donné l'occasion à beaucoup de ses détracteurs, qui d'ailleurs ont signé des articles en signant les déçus du RDPC dans l'extrême nord. Alors, on a dit qu'il a fui, on a dit qu'il est détenteur du coronavirus, on a dit que, et bien évidemment, il y a des... Or, le gouverneur, aujourd'hui, est dans son bureau à l'heure où on est, et depuis hier, on sait très bien qu'il est là, mais seulement cette affaire a fait tellement de bruit dans les réseaux sociaux, et les journaux ne pouvaient pas répercuter les réseaux sociaux, mais c'est sa présence justement depuis hier qui a fait que 3 ou 4 journaux parlent de son retour à Maroua pour quelqu'un qui est aux 4 coins du Cameroun, aux 4 coins de sa région, qui a été sur tous les fronts. Évidemment, il y en a, si beaucoup se demandaient où il était passé, mais là, on sait aujourd'hui qu'il avait été coincé dans un confinement, dans un cantonnement à la sortie de son avion de retour de France avec la permission du président de la République. Camille Delay, pour sortir de cette émission, il y a l'honorable Mbandam, un homme politique militant de la première heure du SDF très bien connu, qui nous a quittés. Il était aussi l'une des cibles des sécessionnistes qui ne voulaient pas qu'il se présentât lors des dernières élections législatives. Mbandam quitte donc la scène. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Oh, vous savez, madame, c'était tout un caractère. C'est un militant, comme vous l'avez dit, de la première heure du SDF. Il était là depuis 90. Mbandam a été de tous les combats. Il a été député, je crois depuis 1997, et il a même été vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une forte personnalité, non seulement de l'opposition, qui tire sa révérence aujourd'hui, mais il faut que les gens comprennent que, parce que dans certains réseaux sociaux, on a persiflé qu'il serait mort du coronavirus, ce qui est faux, parce que ceux qui le connaissent ou qui sont proches de lui savaient que sa santé était chancelante depuis un certain temps. Et effectivement, il est mort, il a été terrassé par une maladie qui était là depuis un moment, mais c'est une personnalité, d'ailleurs tous les journaux en parlent, aussi bien dans sa région d'origine. Il a fait la une d'ailleurs de tous les principaux grands titres de la... Et il a été de tous les combats, de toutes les revendications du SDF. Et vous l'avez dit, il n'a pas seulement été la cible, il a été la victime de cette guerre. Avec l'incendie de son domicile à Boutipo. Et même le meurtre de l'un de ses frères. Vous savez, c'est quelqu'un qui s'en va aujourd'hui le cœur meurtri, et certainement le cœur meurtri de n'avoir pas vu la fin de ce conflit qui a coûté tant au Cameroun, et bien évidemment qui lui a coûté aussi cher. Donc, M. Mbandam, le SDF est en train de pleurer Mbandam aujourd'hui, l'honorable Mbandam, mais ce n'est pas seulement le SDF, c'est tous les hommes, toute la classe politique qui sait que c'était un personnage entier, un personnage, comment est-ce qu'on appelle ça là, un fils de ce pays, républicain, un notable de la République. Un notable de la République qui vraiment avait beaucoup d'amour pour son pays, pour la politique, et justement qui s'est battu jusqu'au bout pour un Cameroun meilleur. Camille Nélé, est-ce que quelque peu, là, ni John Fournier, on se rappelle qu'il était d'ailleurs le conseiller juridique national du SDF, est-ce que là, ni John Fournier et le SDF n'en sont pas quelque peu très fragilisés avec la perte d'un militant de cette trempe-là? Non, mais la perte de militant, le militant est mort, mais le parti va continuer à survivre. Le militant est mort. Vous savez que le parti, dans une certaine mesure, est en train de faire ça. Mais vous avez vu que l'actuel vice-président du SDF aujourd'hui est un jeune qui est là, qui a même été candidat à l'élection présidentielle. Le SDF va survivre. Le SDF est victime subit une lourde épreuve, mais le SDF ne va pas tomber pour autant. C'est pour ça que dans certains journaux, surtout anglophones, on a titré que le bras droit
de John Fundi est parti, bon, le bras droit est parti, bon, mais c'est il a encore le bras gauche. Il a le bras gauche et il y a même d'autres bras qui sont autour de lui parce que le SDF, il faut le dire, et d'ailleurs, il faudrait que nous souhaitions tous, nous fassions tous œuvre de compassion vis-à-vis de ce parti qui a marqué, il faut le dire, l'histoire politique de ce pays depuis 1990. Madame, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur le programme de Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.